Bonsoir, bienvenue dans ce débat des élections départementales, le quatrième. Après le Cantal, la Haute-Loire et l'Allier, on s'intéresse ce soir au département le plus peuplé d'Auvergne, le Puy-de-Dôme. 117 binômes, soit 234 candidats se présentent dans les 31 cantons avec une très grande diversité d'étiquettes politiques, vous le voyez. Impossible, bien sûr, de tous les inviter. Nous avons donc choisi de faire se confronter les principaux chefs de file des forces politiques en présence. Et on va tout de suite faire les présentations. Alexandre Pourchon, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes tête de file de cette candidature d'union de la gauche qui réunit le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, Génération, le Parti Communiste, le PRG, Nouvelle Donne. Vous vous présentez sur le canton de Clermont-Ferrand 1 avec Valérie Bernard. Absolument. Jean-Marc Boyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat de l'Union des Républicains et Indépendants sur le canton d'Orsine avec Martine Bonny. Vous êtes également sénateur. 3 autres binômes se présentent sur le canton d'Orsine. On va les voir tout de suite sur votre écran. Stéphane Force, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. De rien, vous êtes le candidat du Rassemblement national sur le canton de Clermont-Ferrand 1, le même que M. Pourchon, avec Annick Plateau. On regarde tout de suite les autres candidats qui se présentent sur ce canton de Clermont 1. Et puis Éric Gold, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat d'hiver gauche, selon la préfecture, sans étiquette selon vous. Vous faisiez partie de la majorité du président sortant Jean-Yves Goudbel et vous vous présentez sur le canton de Maringues avec Alexandra Virlogeux. 3 autres binômes sont en compétition sur ce canton de Maringues. On les voit s'afficher sur cet écran. 2 autres binômes, puisque 3 binômes en tout. Le point marquant de cette élection dans le département du Puy-de-Dôme, eh bien, c'est l'absence de Jean-Yves Goudbel, élu depuis 1998 et président depuis 2004. Gilles Lallose, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes directeur des éditions du Puy-de-Dôme chez nos confrères du journal La Montagne. Comment s'annonce la succession ? Ouverte, on va dire, puisque après 2 années de déchirement dans la majorité, l'union de la gauche part unie pour ces élections, sans pour autant avoir officialisé vraiment un leader, puisque vous êtes là, Monsieur Pourchon, ce soir. On aurait peut-être aussi pu voir Monsieur Gay, qui était un des leaders de la gauche ces dernières années. On en reparlera tout à l'heure. Du côté de l'union de la droite et du centre, Monsieur Boyer, vous êtes le leader depuis ce mandat, dans ce mandat du groupe d'opposition. Pour vous, l'équation elle est simple. Vous aviez des élus sur 10 cantons. Il en faudrait 6 de plus des cantons pour avoir une majorité claire, mais vous n'avez pas présenté des candidats sur tous les cantons. Donc, est-ce que ça sera ou pas un inconvénient ? Pas un problème. On en discutera tout à l'heure. Et puis, Monsieur Force, vous, en revanche, vous êtes présent avec le Rassemblement national sur tous les cantons. Mais quand on regarde avec quel programme, avec quelles ambitions, on reviendra aussi dessus. Et Monsieur Gold, de votre côté, vous êtes parmi les fidèles de M. Goudbel, vous êtes resté pendant tous ces mandats avec lui et jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous êtes classé par le ministère de l'Intérieur d'hiver gauche. À votre avis, après les 2 années que vous venez de connaître, est-ce qu'il sera facile d'avoir une majorité claire au département après ces élections ? Si on regarde un petit peu, si on fait quelques pronostics, on a quand même l'impression que ça va être difficile d'avoir une majorité absolue, quel que soit le camp. Donc il va falloir certainement composer. Certainement que certains leaders vont essayer de trouver des alliances. En tous les cas, moi, je ne suis pas dans cette logique-là pour l'instant. J'attends d'abord que les élections aient lieu. Je veux regarder jusqu'au bout quels sont les élus les plus pragmatiques. Et, vous l'avez dit, moi, je ne me situe pas à l'intérieur d'un parti politique. J'en ai mangé, j'en ai soupé, j'en ai assez. Donc, je fais ça complètement en dehors de tout esprit partisan. Alexandre Pourchon, en 2015, la gauche avait été élue unie, mais elle s'est déchirée dans les années qui ont suivi. Vous avez vous-même quitté la majorité de Jean-Yves Goudbel en 2019 avec un certain nombre d'élus, y compris de l'exécutif. Est-ce que cette fois, l'unité va tenir si vous êtes élu ? Oui. Réponse simple, bien sûr que oui. C'est 8 mois de travail que nous avons mené avec l'ensemble, la totalité des formations politiques de gauche dans ce département, y compris la France Insoumise d'ailleurs, pour aboutir dans un premier temps à un projet partagé, parce que c'était l'essentiel de ce qui devait nous rassembler, qui a été partagé à 95%, pour ensuite aboutir à la désignation et la construction, la structuration de 31 quadrinômes, enfin binômes, sur l'ensemble du département, faisant que le rassemblement des gauches, solidaire par nature, se retrouve aujourd'hui seul face
sur les 31 cantons au Rassemblement national. Nous regrettons que la droite, bien évidemment, n'y soit pas. Ce rassemblement, il est historique pour le département, dans notre département. 9 formations de gauche se sont rassemblées, ce qui n'est pas le cas au régional, et je le déplore, mais c'est d'abord animé par l'envie de faire que ce département qui souffre, comme tous les départements de France aujourd'hui, en revienne à ses fondamentaux, c'est-à-dire réellement les politiques de solidarité. Vous précisez cette présence sur les 31 cantons. On a quand même des cantons où l'union est là, mais en même temps des gens de l'union, je pense aux écologistes, aux socialistes, qui se retrouvent en face à face sur certains cantons. Peu nombreux certes, mais on a une union presque partout, sauf dans certains endroits où, en plus de l'union, on a des gens de l'union. Absolument. 5 cantons précisément, mais alors on l'a assumé et on l'assume totalement, puisqu'il s'agira quasiment de primaire à gauche, puisque ces 2 binômes qui se confrontent sur chacun de ces 5 cantons de gauche, cette primaire engendrera au second tour, en tout cas nous l'espérons et c'est acté comme tel, un désistement en faveur de la liste de gauche. Jean-Marc Boyer, vous êtes sénateur. Si vous êtes élu et que vous êtes élu président de ce conseil départemental, lequel de ces 2 mandats allez-vous choisir ? Écoutez, pour l'instant, la question ne se pose pas du tout. Il faut d'abord que je sois élu sur mon canton, il faut d'abord qu'on soit majoritaire, et puis nous verrons comment les choses se passent. Et le moment venu, si c'est le cas, je prendrai mes responsabilités, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Mais je voudrais revenir sur la situation politique générale du département. Vous l'avez dit, on a vécu 2 dernières années extrêmement difficiles, où c'est notre groupe qui a voté le budget du président du département, parce que nous avons travaillé à un budget qui était concerté, mais de ce que n'a pas fait cette année les 2 groupes de gauche. Mais je voudrais dire que depuis la Libération, depuis 75 ans, il y a eu dans ce département une seule période de 6 ans, de 92 à 98, où la droite, le centre-droit, avec le président Chometon, ont eu à gérer le département. Depuis, on a un bloc socialiste, radical-socialiste, qui gère le département du Puy-de-Dôme. Donc pour nous, aujourd'hui, en dehors de toutes les querelles politiques qu'il y a pu y avoir ces dernières années, pour nous, aujourd'hui, c'est l'alternance qu'il faut dans ce département. Il faut qu'on change d'air, il faut changer de logiciel. On voit trop comment ça s'est passé. D'ailleurs, dans les 10 candidats, il y a 10 candidats de la soi-disant gauche unie qui ont déjà eu des responsabilités de vice-président dans ce département. Alexandre a été premier vice-président chargé du social. Je veux dire, la compétence majeure du département, jusqu'à encore il y a 1 an. Donc, je veux dire, l'ensemble il y a une dizaine de candidats qui se présentent aujourd'hui, qui depuis 23 ans, sont aux manettes dans le département du Puy-de-Dôme. Donc, en gros, je ne vois pas pourquoi demain, ils réussiraient à faire ce qu'ils n'ont pas pu faire depuis 4 mandatures. On va passer maintenant à Monsieur Force pour le Rassemblement national. Alors, ce qui frappe dans cette campagne, c'est vos professions de foi, vos affiches, qui, dans la moitié des cantons, ne portent pas le visage des candidats. Est-ce à dire qu'ils ne sont pas locaux, qu'ils ne sont pas du cru ? Eh bien, écoutez, de toute façon, comme je l'ai dit déjà à une de vos journalistes, on a eu des photos qui n'étaient pas exploitables. Bon, c'est malheureux, mais ce n'était pas exploitable. Il y a des candidats qui ont fait passer leurs photos par Internet, qui n'étaient pas exploitables non plus. Et il y a des gens qui sont venus se faire photographier et les photos n'allaient pas, ils n'ont pas voulu revenir parce que revenir d'Ambert, revenir d'Arlan, de Marsac, c'est pas possible. Donc de ce côté-là, donc on a préféré ne pas tergiverser et on a mis leur nom, mais c'est pas pour se cacher. Au-delà des photos qui ne sont pas présentes sur les affiches ou sur les professions de foi, ces professions de foi, elles ont surtout le visage de Marine Le Pen, elles ont surtout un programme qui est plutôt national que départemental. Quelle est votre ambition, vous, pour le département du Puy-de-Dôme ? Eh bien, écoutez, l'ambition, d'abord, l'alternance, c'est preuve de démocratie. Donc, il n'y a aucun problème pour qu'éventuellement les gens nous donnent la majorité. Cela dit, le Rassemblement national a pour but de donner la voix aux électeurs, où qu'ils soient, de quelque parti qu'ils soient, de quelque religion qu'ils soient. C'est la liberté d'expression. Alors, en ce qui nous concerne, nous souhaitons nous rapprocher des gens le plus possible. Et d'ailleurs, je vous donnerai tout à l'heure, quand on en parlera, des points particuliers sur lesquels nous insistons. Alors justement, on va en parler du fond. Mais d'abord, on va écouter quelques éléments de contexte qui nous sont donnés par Cyril Jeunet. Le Puy-de-Dôme, avec plus de 650 000 habitants, c'est le département le plus peuplé à l'ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
En son centre, un important pôle de vie qui débute à Riom au nord, passe par la métropole clermontoise et ses 290 000 habitants et se poursuit au sud jusqu'à Issoire, dans une plaine qui contraste avec les territoires périphériques, plus en hauteur. Concentration des industries, agriculture céréalière, sites d'enseignement et de recherche, hôpitaux et même grandes équipes sportives, il n'y manque rien. Mais les 2/3 du département sont classés en zone montagne à plus de 700 mètres d'altitude. La chaîne des Puys à l'ouest et le Forez à l'est conditionnent la vie quotidienne. Déplacements, services publics, agriculture et industrie ont besoin d'un accompagnement spécifique pour compenser les handicaps et valoriser les atouts que sont les grands espaces et la nature préservée, favorables au cadre de vie des habitants et au repos des touristes, qui à leur manière sont aussi des acteurs du développement durable. Et sans attendre, on passe au premier thème de fond de ce débat. Il s'agit des aspects sociaux, solidarité et santé. Pourquoi commencer par le social ? Eh bien, d'abord parce que nous vivons en ce moment une crise sanitaire, sociale et économique majeure, mais aussi parce que le social, c'est de très loin le premier poste de dépense du département. Dans le Puy-de-Dôme, cela représente près de 350 millions d'euros sur un budget de 747 millions. Sur ce sujet, vous êtes presque tous d'accord sur le fait qu'il faut préserver des services publics, qu'il faut les rapprocher des habitants, mais il y a aussi des points de divergence. Alexandre Pourchon, par exemple, vous voulez mettre en place un revenu de base pour tous les jeunes de 18 à 25 ans. Expliquez-nous. Alors très simplement, depuis déjà de nombreux mois, un certain nombre de 21 départements de gauche en France ont tenté de demander au gouvernement d'autoriser le droit à l'expérimentation sur l'extension du RSA aux jeunes. Alors on a la chance d'avoir 2 sénateurs qui ont le 20 janvier dernier, pour Jean-Marc Boyer, voté contre, pour Éric Gold s'est abstenu sur la proposition de loi proposée par les élus socialistes au Sénat de l'extension du RSA. Pourquoi ? Crise, urgence, la souffrance des jeunes, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, nous a prouvé que, et c'est un chiffre effectif, que quasiment 20 000 jeunes dans notre département vivent en dessous du seuil de pauvreté. Si on n'est pas sensible à ça, si on n'a pas l'idée, ou en tout cas l'envie et l'ambition de faire que demain nos jeunes puissent se nourrir autrement qu'à la banque alimentaire, autrement qu'au secours populaire, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose à la jeunesse. On a besoin d'avoir des jeunes rassurés et accompagnés par notre collectivité. C'est notre choix. Et comment on le finance ? Alors, ça fera partie des grandes différences entre les représentants des trois droites que j'ai ici, droite présidentielle d'un côté, droite républicaine et extrême droite ici, où en fait sur la construction de l'ensemble des mesures du projet que portent les gauches dans ce département. Nous n'allons pas de manière descendante, les élus majoritaires, si d'aventure nous l'étions demain, accompagnés de collaborateurs et de techniciens aussi brillants les uns les autres soient-ils, décider en lieu et place de la jeunesse. Nous allons associer la jeunesse, associer les missions locales, associer les partenaires pour construire ce revenu de base qui devra être expérimental dans un premier temps sur environ 1000 jeunes dans notre département. Lorsque vous avez dit qu'il y avait 3 personnes de droite face à vous, il y a eu des protestations à gauche. Monsieur Gold, vous êtes de droite Vous êtes glissé à droite, donc ? Oui, je mesure la frustration de M. Pourchon, qui n'est pas parlementaire, donc je pense qu'il a quelques regrets. Non, simplement, moi j'assume mes convictions depuis le début, je n'ai pas changé depuis 30 ans de vie politique. Moi je suis sur l'équité sociale, le partage, et sur le plan des politiques sociales, moi je crois qu'il faut... Alors, je reprends parce que je n'ai pas voté, c'est vrai que je me suis abstenu au Parlement, tout simplement parce qu'au Parlement, on ne vote pas un titre, on vote un contenu. Mais dans l'absolu, ce revenu de base pour les jeunes, vous y seriez favorable ? Je suis favorable à toutes les actions en faveur de la jeunesse qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, il y a des actions importantes et nécessaires. Elles sont toujours, celles-là, bien ciblées en matière de handicap, en matière de vieillesse, en matière de fragilité. Celles-là, on les connaît tous, on les partage toutes. Ensuite, il y a des actions qu'il va falloir demain conforter. Je pense notamment au centre départemental de santé qui a été mis en place sous le dernier mandat ici. Parce qu'on se rend compte que le maillage en matière de santé du département fait qu'il y a quelques zones qui sont déficitaires. Le département embauche des médecins, va salarier des médecins pour pouvoir justement les mettre dans les endroits, dans les zones les plus fragiles. Ça, c'est toujours à conforter. Ensuite,
il y a l'expérimentation du service public de l'insertion et de l'emploi, notamment pour l'inclusion des plus vulnérables. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été mis en place sous ce mandat, qu'il va falloir conforter. Et puis, il y a des besoins nouveaux. Je crois qu'il faut arrêter de penser que le monde ne change pas. Il y a des besoins nouveaux. On sort d'une crise d'1 an et demi de Covid. Cette crise, elle a montré quoi? Elle a montré les besoins en termes d'inclusion numérique. Il a fallu télétravailler, il a fallu téléenseigner, il a fallu aussi faire de la télémédecine, faire de la téléconsultation. On sait qu'on a besoin aujourd'hui, en matière sociale, de besoins nouveaux, d'adaptation, d'innovation. Je crois que ça a été bien fait dans le dernier mandat. Il faut poursuivre. On va entendre M. Force qui demande la parole depuis un petit moment maintenant. Dans votre profession de foi, la seule référence au social, c'est la lutte contre la fraude sociale. Expliquez-nous. Écoutez voir. D'abord, je voudrais intervenir sur la notion d'extrême droite. Parce que c'est utilisé, ça veut tout dire et rien dire. Alors, je rappelle que la notion d'extrême droite, c'est parce que c'est un parti qui est le plus loin du centre. C'est une question de disposition des députés. Ça n'a rien à voir avec les problèmes politiques. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je voudrais vous rappeler qu'en 1997, le ministre des Finances avait dit que la France était en situation de paiement. Or, le Conseil général vit avec une grosse partie, c'est des subventions de l'État. Et plus on demande de faire des efforts, moins on a d'argent. Et pour preuve, je rappellerai un mot du président sortant qui a dit, lors d'un précédent budget, il faut réduire la voilure sur l'entretien des routes, et compresser le nombre de personnes sur les routes, resserrer les frais sur les collèges, ainsi que les transports. Donc on ne peut pas continuer ainsi, si vous voulez, si on ne demande pas d'argent davantage à l'État. Mais faut-il réduire les dépenses sociales, puisque c'était la question? On ne peut pas les réduire, mais il faut cibler, parce qu'on arrive dans une situation où, si vous voulez, la majorité, une grande partie des Français vont avoir dans quelques années plus de 60 ans. Donc il faut préparer l'avenir, il faut des budgets sur les EHPAD. On n'a rien du tout. Il faut des budgets sur 5 ans, il faudrait faire des études. Et moi, dans la vie, c'est la moindre des choses. Jean-Marc Boyer, il y a un volet social également dans votre programme. Et ce qui m'a frappé, c'est l'activation du dispositif RSA et bénévolat. Est-ce à dire qu'il faut mériter son RSA? Je ne dis pas ça. Je dis tout simplement que, et c'est une disposition importante, qu'on a décidé de mettre en place, parce qu'on a travaillé notre programme, on l'a travaillé aussi avec d'autres départements. Le RSA aujourd'hui, c'est environ pour une personne autour de 560 €. Nous considérons aujourd'hui qu'un jeune qui est au RSA, qui est sans emploi, le matin, lorsqu'il se lève, il doit avoir un objectif, il doit avoir pour sa journée, avoir une idée de ce qu'il va faire. Et donc, on a décidé de mettre en place le RSA bénévolat. C'est-à-dire qu'en contrepartie de cette indemnisation, la personne aura un certain nombre d'heures de bénévolat à faire dans une collectivité, à faire dans une association ou dans une entreprise, de façon à garder le lien social et avoir une certaine adaptation à la vie et au travail. Donc ça nous paraît absolument essentiel. Il ne faut pas que les choses soient complètement figées et qu'on continue dans cette manière-là. Moi, je suis vice-président d'une mission locale pour l'emploi depuis plus de 20 ans. Je vois comment ça fonctionne avec l'ensemble des jeunes, parce que personne n'a le monopole de la justice sociale, hein, cher Alexandre. Donc, je vois comment ça fonctionne et on voit des jeunes, si on n'a pas un attrait pour le monde du travail avec eux, on a des jeunes qui sont dans une spirale descendante et qui continuent sur le même chemin. Donc, ça me paraît absolument essentiel de lier l'indemnité avec un minimum d'activité. Monsieur Boyer parle des jeunes. Monsieur Gold, lors de la dernière session du Conseil départemental, il y a eu un vote en faveur d'un guichet unique pour les jeunes, justement, au niveau social. C'est quelque chose que vous voulez continuer à porter ? Oui, c'est évident. Vous avez, lorsqu'on parle de RSA, certes, il faut essayer d'insérer les gens par l'économie, par le travail, mais attendez, ça représente une toute petite partie. Il y a des jeunes qui sont en situation de fragilité extrême, c'est-à-dire en situation de soins, en situation de logement, vraiment en gros déficit. Il faut, certes, sur une partie de la population, on a tous été ici présidents de commissions qui géraient les RSA.
il faut réussir à accompagner, c'est l'accompagnement qui est le plus important. Donc ce guichet unique, il doit servir à accompagner la totalité des jeunes qui sont tous dans des situations particulières. Il n'y a pas une catégorie de jeunes, il y a une multitude de personnalités et il faut les accompagner à titre individuel. Pour rester sur les jeunes, Monsieur Force, dans votre profession de foi, il y a quelque chose qui attire le regard, c'est la gestion des mineurs isolés. C'est une compétence du département, c'est un gros budget du département, une grosse mission. Vous êtes très offensif sur pour le dénoncer presque. Vous parlez des mineurs isolés étrangers. Tout à fait. Refus de la prise en charge des migrants, c'est ce qui est écrit. Vous savez que la Cour des comptes a estimé qu'un mineur isolé, ça coûtait 50 000 € par an. Bien. Actuellement, on parle de 615 jeunes isolés dans le Puy-de-Dôme et qui sont pour la plupart logés dans des hôtels. Et comme, si vous voulez, le nombre s'amplifie, qu'on n'a pas les structures. Maintenant, par le biais d'organismes comme le Sésame, on invite des particuliers ou des familles à les recevoir. Des jeunes qui, pour la plupart, 95%, viennent du sud-saharien. Ce sont 95% des garçons. Et quand ils vont être majeurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Déjà qu'il n'y a pas de travail pour nous, pour les Français, je veux dire, pour les Français... Pas forcément d'origine, tous les Français. Qu'est-ce qu'on en fait de ces jeunes Il n'y a pas assez de boulot, il n'y a pas assez de travail. Alors, quand on voit que les chômeurs ont augmenté de 3% depuis l'année dernière, que la demande de RSA a augmenté de 14%, que le DGF, la dotation globale de fonctionnement que l'État donne aux collectivités, a augmenté de 0,3%, comment voulez-vous que le département s'en sorte honorablement? Je vous repose la question, que fait-on de ces personnes? Mais ces personnes, écoutez, il faut les renvoyer d'où ils viennent. Parce que, si vous voulez, les pays... De toute façon, vous savez, il y a des... Comment vous dire? Il y a des directeurs, des responsables qui ont dit qu'il y avait comment vous dire, des filières. Alors, je vais vous rappeler, le procureur du général de la Cour d'appel de Rennes, qui a dit publiquement qu'une filière existait, provenance d'Oudja au Maroc, surtout des gens de 16 à 30 ans. L'ensemble de ce que vous appelez les filières. Monsieur Pourchon, oui, vous qui avez été à la tête comme l'a rappelé Monsieur Boyer, vous avez été à la tête du social pendant des années au département. Qu'est-ce que vous avez à répondre sur la gestion des mineurs isolés? Vous avez dit sérieux en réponse à Monsieur Force. Avec un point d'interrogation, mais franchement, je ne sais pas si je pense qu'on ne vit pas sur la même planète. Déjà, il faut connaître la loi. C'est la première des choses. Les départements en France, de par la loi, ont responsabilité de l'encadrement de la protection physique, psychique et morale de tous les mineurs qui séjournent, qui même traversent notre département et quelle que soit leur nationalité. Heureusement que la France a été restée ouverte dans ses frontières depuis toujours, même si parfois elle les referme un petit peu. Mais sincèrement, quand j'entends les propos aussi indignes que ça concerne des jeunes gens, des jeunes femmes d'ailleurs, qui ont traversé des pays entiers, qui ont traversé la Méditerranée, qui ont traversé, pas que ça, l'Europe entière, pour sortir de situations de guerre, des situations de crise économique, de souffrance. Nous assumons pleinement à gauche l'accueil des mineurs non accompagnés. Alors déjà, permettez-moi de rectifier les chiffres et de ne pas dire de bêtises à l'attention de vos téléspectateurs. Nous accueillons actuellement encadré 220 mineurs non accompagnés sur le département par 3 associations, l'ADEPAP, l'ANEF et C'est Clair, ainsi que 2 foyers de jeunes travailleurs qui sont le Quorum Saint-Jean et la Triomatière. Ils sont encadrés, ils sont scolarisés, ils sont pris en charge exactement, et moi j'en suis fier, comme si c'était nos propres enfants. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, il y avait des flux très importants il y a de cela 6 ans. J'ai réduit ces flux et l'Assemblée départementale, dans sa sagesse, a suivi les propositions que j'ai faites et je l'en remercie. Nous sommes aujourd'hui à un flux de 128 jeunes en attente d'identification, en tout cas de régularisation. Monsieur Boyer demande à réagir. Vous voulez réagir sur ce thème des migrants, des mineurs non accompagnés? Non, je n'ai pas demandé à réagir. Non. Monsieur Boyer, justement, vous appelez à la création d'une maison des solidarités dans vos propositions. Qu'est-ce que ça regroupe, cette maison des solidarités? Mais les maisons des solidarités, il y en a plusieurs départementales. Départementales. Donc on en a qui sont répartis sur l'ensemble des cantons. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ait une organisation, un guichet unique au niveau de l'ensemble des maisons de solidarité. Donc ça me paraît absolument essentiel de manière à bien cibler l'ensemble des problèmes qu'il y a sur le territoire départemental.
C'est absolument essentiel. Dans les maisons de solidarité qu'il y a sur nos territoires, c'est la proximité du département sur les territoires où les personnes peuvent aller directement de manière très facile. Donc la maison des solidarités départementales doit permettre d'accueillir et de pouvoir coordonner l'ensemble de l'action au niveau du social, au niveau du département. Ça concerne également la santé ou... Alors, ça peut concerner la santé, bien entendu. On voit aujourd'hui, il y a eu un dispositif qui a été mis au département, que nous avons voté d'ailleurs, qui concerne la mise en place de médecins au niveau des territoires, au niveau des zones blanches. Moi, ça me paraît absolument essentiel. Alors, il ne s'agit pas de se substituer à la médecine libérale, bien entendu. C'est aux endroits où il y a effectivement personne qui est tenté de vouloir s'installer. Et lorsqu'il y a un médecin libéral qui veut s'installer, le département se retire et on laisse la priorité au médecin libéral. Il y a un exemple récent de maison de santé à Montluçon qui a dû fermer, malgré toutes ses intentions, parce qu'ils n'ont pas trouvé de médecin. Est-ce que c'est la solution à moi, tout? je vais vous dire, il y a une maison de santé dans le département du Puy-de-Dôme qui est donnée en exemple au niveau départemental, régional, voire national, qui est la maison de santé de Pont-Gibaud, où sur une petite commune de 700 habitants, il y a 47 professionnels de santé qui travaillent ensemble. Bien souvent, la maison de santé, elle est pilotée par un professionnel de santé qui s'investit énormément, qui s'investit beaucoup. Et c'est ces personnes-là qui font vivre la maison de santé. Les élus sont là pour amener le support, pour amener les locaux, pour amener des moyens. Mais ceux qui font vivre la maison de santé, c'est des professionnels de santé, c'est pas les élus. Monsieur Gold, comment on fait pour les attirer, ces médecins? La politique d'attractivité d'un territoire, elle est globale. Lorsque les derniers mandats, on a mis en place, enfin on a inscrit la chaîne des Puys au patrimoine mondial, c'est quoi? Tous ces grands projets, ça permet l'attractivité du territoire. Je parle de la chaîne des Puys, je parle du label Grand Site de France, des opérations autour du circuit de Charade, du musée de la bataille à Jargovie. Toutes ces opérations-là, c'est des opérations qui permettent d'attirer à la fois des habitants, à la fois des forces vives, des professionnels de santé, et au-delà de cette attirance, de cet attrait qu'il peut y avoir pour un territoire, c'est-à-dire qu'on amène sur un territoire fragile des populations qui donnent de la valeur ajoutée, on a aussi des recettes supplémentaires. Lorsqu'on attire des gens, on parle de politique sociale, on parle de tout ça, mais les politiques sociales, elles ont un coût. Comment on fait pour pouvoir financer les politiques sociales, pour pouvoir financer la totalité des politiques? C'est justement cette attractivité avec la valeur ajoutée qui est apportée sur les territoires qui permet d'avoir des recettes, qui permet d'avoir de la plus-value et de pouvoir financer. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut apporter plus de services, qu'il faut financer plus de services. Mais la contrepartie, je crois que c'est le pragmatisme qui veut ça, c'est qu'à un moment, on ne demande pas tout à l'État, à un moment, on dit aussi comment on fait pour faire en sorte que les recettes, elles viennent directement sur le territoire. C'est la politique d'attractivité, la politique des grands projets qui doit être menée, continuée avec force dans les années qui viennent. Monsieur Pourchon, sur cette attractivité, c'est une question d'image? Ça n'est pas qu'une question d'image, ils l'ont dit, on le dit tous les uns les autres. Maintenant, c'est la conception, c'est-à-dire entre autres les services publics, entre autres le développement économique, le développement touristique, le développement de l'agriculture, et quelle agriculture demain, sont les questionnements auxquels nous sommes confrontés dès demain. Dans le projet que nous portons avec Solidaires par Nature et l'ensemble des binômes de gauche sur le département, la première des choses, ce sera la méthode. Et sur cette méthode, je vous l'ai dit, je l'ai dit sur d'autres sujets, je le redirai, ce sera d'y associer l'ensemble de nos concitoyens. Alors, on va essayer d'en parler dans les une partie habitants, ultérieure absolument. J'y reviendrai plus tard. Mais sur la oui. santé. Alors, sur les questions relatives à la santé et au social d'une manière générale, le secteur social et la solidarité, il ne faut pas avoir un regard misérabiliste dessus, au contraire. Pas plus qu'un regard d'assistanat. C'est un véritable outil de développement de nos territoires aussi. Lorsque l'on met dans le social la question des personnes âgées, c'est une véritable question. La question du handicap, la question de la petite enfance et de l'accueil de la petite enfance pour faciliter l'accès à l'emploi ou à la formation pour des parents soit isolés, ou en tout cas le retour à l'emploi. Ça fait partie de l'attractivité des territoires. Pour répondre simplement à ce qui a été dit par Jean-Marc Royer, les maisons départementales de la solidarité, il en existe 14 aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut aller au-delà et jouer la transversalité de l'ensemble de nos politiques publiques à l'échelle de ces mêmes territoires. Et on arrive déjà à la moitié de ce débat, il faut qu'on avance. Je vais vous donner la parole dès le thème suivant, Monsieur Boyer. Oui, on va accueillir Emmanuel Moreau dans un instant avec un nouveau thème, l'écologie et les mobilités.
L'écologie, les mobilités, ce sont des sujets qui concernent de plus en plus les électeurs aujourd'hui. Et pour nous en parler, Emmanuel Moreau, journaliste à France Bleu Pays d'Auvergne, nous a rejoint. Emmanuel, vous nous emmenez d'abord sur les routes du Puy-de-Dôme. Et oui, et je vous propose carrément de faire le tour de la Terre tout en restant dans le Puy-de-Dôme. C'est très simple. Il y a 21 000 km de routes à travers le département. Il suffit de les parcourir dans un sens puis dans l'autre. C'est comme si on faisait le tour de la planète. Encore faut-il avoir le temps. Alors sur ces 21 000 km, 7 000 sont des départementales. C'est le 3e plus grand réseau routier de France. C'est nécessaire pour couvrir ce très grand département de 7 970 km². C'est l'un des plus grands de France. Et en prime, il y a le record de France des routes de montagne, 2000 km à au moins 800 mètres d'altitude. Ça grimpe, ça descend et surtout ça tournicote tout le temps ou presque. C'est un bonheur pour les touristes, c'est le paradis du vélo et de la moto. C'est un petit peu plus compliqué parfois pour les déplacements du quotidien. Mais le gros point noir pour les déplacements, c'est le train, avec de moins en moins de petites lignes. Depuis 2015, la SNCF a abandonné les liaisons entre Clermont-le-Mont-d'Or et Clermont-Saint-Étienne, sans parler des intercités pour Paris, même si ce n'est pas de la compétence directe du conseil départemental. Il doit peser sur les choix en matière de transport qui sont des choix éminemment politiques. Alors Jean-Marc Boyer, dans votre programme, on voit que vous voulez organiser les déplacements avec bon sens. Donc il faut prendre la bonne direction pour se déplacer, ça on est d'accord. Mais après, ça veut dire quoi, se déplacer avec bon sens? Nous, on a 3 points essentiels dans notre programme concernant les routes. C'était la commission à laquelle je siège au département. Premièrement, c'est de développer les réseaux structurants qui vont irriguer les territoires. Donc le Livradois-Forez, les Combrailles, le Césalier. Deuxièmement, retour aux 90 km/h sur les routes départementales. On est le seul département de l'ensemble de la région Auvergne, plus les départements qui sont limitrophes, qui n'est pas revenu aux 90 km/h. Il y a la Loire, juste qui est à 80 encore. Oui, mais enfin bon. Mais sinon, on est unis. Oui, quand même. Une presqu'île. Il y a une majorité de départements. Voilà. Et donc, le dernier point, c'est de remettre à plat tout le système du déneigement sur l'ensemble de notre territoire. Vous l'avez dit, plus de 2500 ou 10 700 km de route en moyenne montagne et en haute montagne, c'est le département de France qui en a le plus. Et aujourd'hui, on a un système de déneigement qui est complètement obsolète, qui n'est plus adapté à la situation qu'on a aujourd'hui dans les villages et dans les communes de montagne. Et il faut remettre tout à plat pour avoir un déneigement qui soit efficace. Donc, concernant le fret ferroviaire, c'est un sujet que je connais un tout petit peu parce que j'étais à l'origine de l'embranchement de l'usine d'embouteillage du Mont-d'Or il y a maintenant plus de 25 ans. Et aujourd'hui, on a les SNCF qui voulaient supprimer cette ligne fret ferroviaire. Qui est toujours en sursis. Non, on a bataillé, la SNCF et le fret ferroviaire va maintenir la ligne et on est en train même de développer et d'avoir d'autres possibilités de transport sur cette ligne. Mais on était dernièrement avec l'ensemble des élus pour soutenir, la gare d'Agueuil en particulier, pour soutenir cette voie ferrée. On va essayer de rester un petit peu sur les routes. Éric Gold, vous faisiez partie de la majorité du président Goudbel. Apparemment, le déneigement ne fonctionne pas bien. Les réseaux du Livradois, par exemple, non plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur Boyer? En tout cas, ce sont ses affirmations. Ces affirmations, je peux les partager sur certains événements très épisodiques où on a eu une journée un peu difficile. Ça peut arriver. Néanmoins, très franchement, quand on compare, il faut comparer des départements. Il faut comparer avec d'autres secteurs. Je crois que ce qui ne marche peut-être pas assez bien, c'est les partenariats qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, vous l'avez dit dans votre propos introductif, vous avez des routes qui sont communales, vous avez des routes départementales, vous avez des routes nationales. Je crois que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas assez de partenariat qui est fait entre une route communale, par exemple, et une route départementale. Quand vous roulez avec votre voiture, c'est pas forcément marqué d'un seul coup en disant je passe d'une route communale à une route départementale au premier croisement. Et il y a des routes métropolitaines. Il y a des routes métropolitaines en plus maintenant. Donc je pense que les partenariats, on doit avoir une logique de trajet et pas une logique de route départementale ou route communale. Lorsque vous partez d'un point A à un point B, il faut que les agglomérations soient desservies prioritairement, il faut que les centres-bourgs soient desservis de façon opérationnelle et très rapidement aussi. Voilà. Mais je crois qu'il faut beaucoup insister sur ce rôle de partenariat. Et au-delà des routes, il y a les déplacements aussi. Il faut les imaginer demain, pas forcément toujours en voiture. Alors pour les zones rurales, bien sûr, mais les abords des agglomérations, je crois qu'il faut insister beaucoup. Vous parliez d'écologie tout à l'heure. Il faut insister aussi sur les pistes cyclables. Je parle des abords d'agglo. Derrière, il y a un problème une logique de santé publique. Il y a une logique de verdissement et de répondre au réchauffement climatique aussi. On va continuer ce tour de table avec Monsieur Force. Alors, vous allez dire que je me répète, mais je n'ai pas lu de proposition sur les routes départementales ou même sur les mobilités dans votre profession de foi. Bon, 30 secondes, même pas 20 secondes, pour vous dire que précédemment, dans le social, moi, je demande à ce qu'il y ait des contrôles
parce que 2018-2019, il y a eu 336 redressements on est sur les pour routes et des les fraudes. transports à présent. Non, mais il Tout faut le monde penser joue le aux jeu fraudes. autour de cette table. S'il vous plaît. un point que je voulais quand même Parlons transport. préciser. Bon, deuxièmement, pour les routes, nous sommes pour le 90 km/h. Il y a énormément de plaines, le livradois, j'en suis originaire, il y a des grandes lignes droites, il y a des routes qui ne posent aucun problème, il y a suffisamment de radars maintenant, donc je pense que les Français, enfin les Auvergnats, peuvent rouler à 90 km/h sans difficulté. Voilà. D'ailleurs, il y a l'Allier, le Cantal qui sont déjà partants. Et il y a 9 départements en France qui l'ont déjà voté. Donc il n'y a aucune raison que le Puy-de-Dôme fasse exception. Je sais que Jean-Yves Goulbel était contre. Bon, je pense qu'on est depuis très longtemps, mais c'est pas parce qu'il est contre que la majorité des Français n'ont pas envie de rouler à 90. Monsieur Pourchon, alors plus généralement, vous ne parlez pas seulement des routes, mais même d'un budget carbone pour mesurer l'impact de tout ce qui va être fait, toutes les décisions qui vont être prises au conseil départemental. Si on prend en compte ceci, à part les voitures électriques ou hydrogène, la voiture, ça n'est pas votre priorité ? Je vois que mes collègues sourient. Si, bien évidemment, je me déplace en voiture comme beaucoup, dès lors qu'en plus je me déplace sur l'ensemble du département. Mobilité douce, oui, aujourd'hui c'est une de nos priorités. Entre autres, on parlait du vélo tout à l'heure, sur le développement des pistes cyclables. Ça, nous ne pourrons le faire qu'en accord, bien évidemment, avec les communautés de communes et les communes qui souhaitent s'y engager. Sur les routes. Sur les routes, il y a d'autres choses, d'autres éléments. La transition écologique, est-ce qu'elle a sa place sur les routes ? Oui, bien évidemment. Demain, nous souhaitons, et c'est un de nos engagements, de travailler sur le recyclage ou le réemploi, entre autres, de déchets du bâtiment, ainsi que les déchets de pneus usagés. Ça paraît idiot, nous on est dans le département d'une entreprise du CAC 40 qu'on connaît tous, Michelin, qui est très intéressée puisqu'elle développe... soit en Amérique du Sud, comme elle le développe en banlieue clermontoise, des projets de travail sur le recyclage des pneus dans nos routes, au sein de nos routes. Ce qui est une chose excellente, et moi je souhaite que notre département soit exemplaire en la matière. Maintenant, sur la question des 90 km/h, la réflexion elle est simple. Aujourd'hui, il y a aussi un coût pour passer du 80 au 90 km/h. Ça, c'est la première des choses. C'est quelques millions d'euros, ne serait-ce que pour changer les panneaux. Mais au-delà de ça, et n'ayant pas un avis, j'allais dire, dogmatique sur la question, je serais tenté de vous dire que c'est un débat qui, me semble-t-il, méritera peut-être un référendum d'initiative citoyenne, que sais-je, ou en tout cas que l'ensemble de nos concitoyens apportent aussi leur parole en la matière. Mais faisons demain de nos routes des outils d'attractivité de notre territoire, de développement touristique aussi. On ne l'aborde pas suffisamment, me semble-t-il. Comment on peut faire plus au niveau autoroutier ? A priori, tout est fait. Qu'est-ce qui reste à faire ? Oui. Sur l'autoroutier, ça c'est déjà fait. Sur la question des mobilités... Pour le département, voilà, qu'est-ce qu'on peut encore... De finir, au-delà de désenclaver les esprits, je crois qu'il en est besoin quelque part, de désenclaver notre département un peu plus qu'il ne l'est. Je pense au train, parce que les Clermontois que nous sommes, lorsque nous allons à Paris ou lorsque Paris essaye de venir à nous, on se demande toujours si on aura la chance de le faire en 3h30 ce trajet ou de le faire en 8 heures. Je voudrais qu'on élargisse un petit peu le sujet, parce que là on parle de mobilité alternative. Oui. Jean-Marc Boyer, vous êtes, je vous cite, pour une écologie positive, mais pas une écologie punitive, celle qui veut interdire le sapin de Noël, le Tour de France et la viande dans les cantines scolaires. Tout à fait. Quelle est votre écologie ? C'est une écologie qui soit une écologie positive, c'est-à-dire que l'on permette aujourd'hui aux individus de vivre, de travailler, tout en respectant certaines règles de fonctionnement et qui sont en accord avec l'environnement. Alors comment on fait ? Donc aujourd'hui, sur l'ensemble de la mobilité, on parlait du fret ferroviaire tout à l'heure, je vais vous donner un exemple. Sur notre secteur, on a mis en place une opération qui s'appelle Cowatissi. C'est-à-dire qu'on fait appel aux automobilistes pour prendre des gens qui sont avec un smartphone et qui s'engagent avec les C'est une application pour descendre de Rochefort-Montagne sur Clermont-Ferrand. Et le résultat, il est très négatif. Parce que les gens continuent à prendre leur véhicule, les gens continuent à prendre le bus de la liaison qui passe régulièrement et ne prennent pas encore le train, mais on espère qu'un jour ils pourront le reprendre en termes de train voyageur. Donc il y a des habitudes qui sont prises et qu'on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Donc il ne s'agit pas de pénaliser les citoyens. Je rappelle quand même que le 90 km/h, le 80 km/h a été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes avec la taxe carbone. Ce sont les deux éléments qui ont déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Ça demande quand même réflexion quelque part. Donc aujourd'hui, on ne peut pas taxer les gens qui travaillent, on ne peut pas taxer les gens qui se déplacent. Alors c'est sûr qu'à Clermont,
C'est ça que c'est. On est dans une situation complètement différente. Mais lorsque je vois aujourd'hui que la métropole, et si j'ai bien compris, le maire de Clermont avec ses amis, veulent interdire, par exemple, la route de Roya, l'avenue de Roya, La circulation l'interdire complètement la circulation. dans un des deux sens. Non. Au début, c'était dans les deux sens. Uniquement des bus et uniquement Mais des le projet piétons. prévoit dans un seul sens. Je veux dire que c'est d'une aberration complète. On ne tient pas compte de la vie globale des gens qui descendent, qui viennent travailler tous les jours à Clermont et qui vont devoir aller faire un tour sur l'ensemble de l'agglo de Clermont. Donc je crois qu'il faut prendre ça de manière très intelligente, prendre son temps. On ne peut pas du jour au lendemain changer complètement la mobilité des individus. Stéphane Force, on ne peut Oui, pas changer du jour au moi, lendemain je les suis habitudes, surpris mais quand on me dit de le changer les réchauffement panneaux, climatique. ça va coûter cher. Bon, je ne pense pas que ce soit des panneaux qui vont coûter un gros budget dans le département. Cela dit, en ce qui concerne ces émissions, de CO2 par exemple, je vous signale que le premier pays, c'est la Chine, qui dégage 9 millions de tonnes, plus de 9 millions de tonnes par an. N'y a-t-il pas La un effort France est aussi à 19e. faire La France est en dehors de la 19e. Chine? Donc ce qui veut dire que l'écologie, on est d'accord, mais on ne peut pas y aller à marche forcée. Il faut y aller tout doucement. Non, mais Allez-y, je crois Eric. qu'on peut quand même accentuer, pérenniser des politiques qui ont déjà été mises en place. Aujourd'hui, c'est une centaine d'aires de covoiturage qui sont labellisées dans le département du Puy-de-Dôme. Ça veut dire qu'on ne part pas de rien. Aujourd'hui, lorsqu'on fait un chantier routier, on met des clauses environnementales dedans. C'est-à-dire que lorsqu'on fait appel à un entrepreneur, on impose des conditions particulières, notamment pour mettre des enrobés tièdes, pour mettre des isolants biosourcés. Tout ça, c'est déjà dans les tuyaux. C'est-à-dire qu'il faut pérenniser ça, il faut accentuer ça. Il faut permettre, évidemment, travailler autour d'un schéma départemental des itinéraires cyclables dans les zones où c'est possible. Évidemment, je ne parle pas des zones les plus rurales et les plus reculées. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'aussi, on a la chance d'avoir le circuit automobile de Charade. Le circuit automobile de Charade, demain, ça sera une vitrine de l'écomobilité. Et je crois qu'en termes d'attractivité, en termes d'écologie, en termes de transport, on a ici, sur un lieu emblématique du département, des expériences qui peuvent être innovantes, adaptables sur les territoires et rendre le département encore plus pilote dans toutes ces thématiques. Alors, je voudrais qu'on passe à un autre thème, puisque le temps passe. On va passer à un thème sur votre manière de gouverner. Oui, ça ne nous aura pas échappé. Le taux de participation annoncé de ces élections départementales et régionales est annoncé comme extrêmement faible. Ça n'était déjà pas très élevé en 2015, avec quand même 47,2% d'abstention dans le Puy-de-Dôme. Alors, comment réconcilier les citoyens et la politique ? Peut-être dans la manière dont fonctionne le conseil départemental. Eric Gold, vous présentez en dehors des partis, parce que vous disiez que vous en aviez assez de ce fonctionnement par parti. Ça peut être votre solution ? Je crois que le spectacle qui est donné au niveau du département, il faut aussi garder un peu toute la mesure. Au département, 95% des délibérations sont votées à l'unanimité. Donc certes, il peut y avoir quelques rivalités sur quelques délibérations, mais enfin la plupart sont votées quand même à l'unanimité. Les petits conflits qu'il y a pu y avoir, c'est 2 ans avant les élections. C'est-à-dire qu'on est déjà dans la préparation de l'autre chose. Moi, je voudrais dire que les partis politiques ont des efforts importants à faire, déjà pour redevenir force de proposition. Parce qu'aujourd'hui, les propositions qui ont été faites, elles n'ont pas été faites par les partis, elles ont été faites par des élus pragmatiques, des élus qui sont des élus de terrain, avec un chef de file, un pilote qui était Jean-Yves Goudbel, qui avait une vision équilibrée du territoire, parce que tout ça, c'est important aussi. Si on n'a pas une vision équilibrée du territoire, on n'inonde pas les territoires avec des projets. Aujourd'hui, c'est 5000 projets qui ont été abondés par le département sur l'ensemble du territoire. Offrir des spectacles donc plus vertueux. Je pense que les politiques, on peut tous prendre notre part de responsabilité. Éviter certainement les unions de circonstances qui se défont dès le lendemain de l'élection. On part toujours unis et dès le lendemain, c'est fini. Je pense que ça, c'est pas une bonne image qu'on donne à l'ensemble des citoyens. Je crois moi, je suis plus attaché aux gens de terrain, au territoire qu'aux partis politiques, je l'ai dit. Et puis, il y a une crise de l'engagement. La crise de l'engagement, c'est certainement la conséquence de tout ça. Aujourd'hui, on veut toujours plus de proximité. Plus de proximité, ça veut dire qu'il faut que les gens habitent le territoire. Ça veut dire qu'ils vivent le territoire. Ça veut dire qu'ils se retrouvent dans les associations
négociation, ça veut dire qu'ils soient engagés. Aujourd'hui, on ne vient pas simplement à une élection une fois tous les 6 ans, ou une fois, enfin, en tous les cas, à intervalles de temps réguliers, simplement pour se montrer et plus rien après. Alexandre Pourchon, est-ce que vous vous sentez visé par ce que vient de dire M. Gold? Non, sincèrement, Il parle d'alliances qui se défont. Après, ça oui, ressemble je au rappelle portrait de la juste majorité de sortante. 2015, pour la petite histoire, la formation politique dont je suis issu, c'est-à-dire le Parti socialiste, et moi j'ai pour habitude d'assumer mes engagements et je ne les ai jamais reniés. Nous étions à 2 tiers de la majorité. Nous avions cédé la présidence à Jean-Yves Goudbel en 2015 à la demande instante du président de la République de l'époque pour des accords politiques nationaux. Alors on oublie ça, on passe à autre chose parce que notre assemblée départementale a besoin d'être apaisée d'une manière générale, respectueuse. Ce sera avec nous et la gauche solidaire la fin du temps de la décision par un seul homme. Ce temps-là est révolu. Ce sera un exécutif collégial si l'aventure la gauche l'emportait au cours de ces élections. Ce sera la transparence dans l'ensemble des décisions, le respect de l'opposition, parce que la parole de l'opposition, pour y être depuis 2 ans maintenant, n'est jamais entendue ou jamais respectée. Et ce sera surtout pour tenter de commencer, vous savez, la démocratie, c'est une leçon d'humilité quotidienne. Et pour tenter de rappeler les citoyens, nos concitoyens, vers cette démocratie et vers, non pas les urnes, mais vers un sens, vers les collectivités territoriales que nous représentons, c'est la remise à plat de l'ensemble de nos politiques publiques qui ne se fera qu'avec les citoyens, qu'avec les usagers, qu'avec les partenaires. Et ensuite, ce n'est pas de leur demander leur avis pour les 6 ans qui viennent, mais c'est de les associer à l'évaluation et de manière permanente. C'est un changement de paradigme. Monsieur Boyer, je vous voyais... Oui, je suis stupéfait d'entendre Alexandre Pourchon aujourd'hui nous proposer quelque chose qu'il n'a pas pu mettre en place ces 23 dernières années. C'est quand même... Faut pas nous refaire le coup d'il y a 6 ans. Il y a 6 ans, tu étais ici à cette même place avec Jean-Yves Goudbel, main dans la main, solidaire pour le département. 4 ans après, ça explose. C'est une guerre complète. Je veux dire, c'est pas un jugement que je porte, c'est une réalité qu'il y a eu. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus que les habitants de ce département, que les électeurs se laissent berner par cette union. On sait très bien que l'union entre le Parti socialiste, le Parti communiste et les écologistes aujourd'hui, je prendrai quelques exemples si vous voulez, je veux dire, ça n'a pas de sens. Dans 6 mois, dans 1 an, on repart sur le même schéma. Donc je pense qu'il faut arrêter ça, il faut changer. Comme tu dis, il faut changer de paradigme, mais il faut le changer complètement. C'est celui qu'on connaît depuis 23 ans. Donc c'est terminé. Donc maintenant, il faut passer à une alternance. Nous proposons une alternance sereine et républicaine. Et quand tu me dis qu'il faut être apaisé, avoir du respect, j'invite les auditeurs à visionner les 3 dernières sessions qu'il y a eu au département. Ils seront tout de suite mis devant le fait accompli concernant le respect et concernant l'apaisement. C'est pas l'alternance que prône Jean-Marc Boyer, c'est la continuité. Puisqu'en fait, depuis 2 ans, la droite vote les budgets. Pour exemple, dans ces élections départementales, 22 binômes de droite, nous dit Jean-Marc Boyer. Oui, c'est clair, dont plus d'une dizaine soutenus officiellement, de manière très claire, par l'actuel président, c'est-à-dire le président sortant que vous avez cité tout à l'heure. Nous n'avons aucune alliance. Nous n'avons aucune alliance. Alors, les soutiens ne sont pas les alliances. Nous n'avons aucune alliance, ni sûr. avec le Front National, ni avec En Marche. Nous avons la démarche de l'Union des Républicains et indépendants. Et s'il y a des gens qui se reconnaissent dans nos convictions et dans notre programme, tout à fait, ils peuvent tout à fait y participer. S'il y a des gens dans le groupe de rassemblement de la gauche, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui veulent venir avec nous, il n'y a absolument aucun problème. Monsieur Force, sur la gouvernance, tout à l'heure vous étiez un petit peu visé par Éric Gold lorsqu'il disait que des gens qui n'étaient pas du territoire. On parlait de l'ascension. Bon, l'ascension, déjà, il y a plusieurs problèmes. Déjà, il y a l'instruction civique qui manque beaucoup dans les écoles. Et ça serait temps peut-être d'y penser. Parce que les gamins, ils arrivent à la majorité, ils ne savent même pas ce que c'est que des députés. Ensuite, il y a le problème des élus. Parce que si les élus tenaient leurs paroles et respectaient leurs engagements, les gens iraient voter. Mais le problème, c'est que bien souvent, et pour preuve, il n'y a qu'à aller au référendum de 98, et il n'y a qu'à aller sur Bayrou qui disait qu'il fallait un financement total pour tous les partis, ils n'ont jamais rien fait. Donc, si vous voulez... Monsieur Force, pardonnez-moi, mais on voit, je vais vous prendre un exemple très clair, au précédent mandat sur la ville de Clermont-Ferrand, il y avait 3 élus du Front National qui n'ont quasiment jamais siégé. Oui, je suis d'accord, mais c'est bien pour ça qu'ils ne sont plus là. Bon, c'est pour ça que moi, je suis là, que j'ai pris le relais depuis 2 ans. J'ai une équipe
formidable. C'est pour ça que nos 31 cantons, ils sont pleins. Et je peux vous dire qu'on avait davantage de candidats que de postes. Parce qu'on a eu un afflux depuis 2 mois de gens qui sont venus chez nous qu'on n'imaginait pas. Donc il y a un changement de climat au niveau national et je pense que ça va porter de l'ombre aux élections cantonales. Pas les municipales parce que c'est beaucoup plus local. Voilà. Donc en ce qui concerne les gens qui ne votent plus, je pense qu'il faut leur rappeler, ils ont le droit de voter. C'est un droit que tout le monde a, que les femmes ont eu en 1945 par le général de Gaulle. Il faut aller voter, il faut se prononcer parce que c'est trop facile de dire « Ah ben les sondages, ils ont fait les résultats ». Les sondages ne font pas les résultats. Et puis, deuxièmement, c'est trop beau de dire « je ne vais pas voter parce que rien ne changera ». Il faut voter. On arrive déjà à la fin de ce débat. Ce que je vous propose, c'est de prendre 30 secondes chacun pour m'expliquer votre projet, votre ambition pour ce département. Je vais commencer avec vous, Monsieur Boyer. Jean-Marc Boyer, vous avez 30 secondes, excusez-moi. Oui, vous avez oublié de parler de l'élection à la région. Parce que ça me paraît important que les 2 scrutins soient couplés. Et aujourd'hui, on a une dynamique Wauquiez au niveau de l'ensemble de la région Auvergne. Et cette dynamique Wauquiez, elle doit s'insuffler au niveau du département du Puy-de-Dôme. C'est pour ça que nous sommes dans une démarche d'alternance, je l'ai déjà dit, sereine et républicaine. Et je reprendrai juste une petite phrase qu'il y a sur les slogans de Laurent Wauquiez à la région. Un président auvergnat pour veiller sur le Puy-de-Dôme. Monsieur Ponchon, très rapidement. Moi, j'en appelle simplement le peuple de gauche à ne pas se laisser confisquer cette élection départementale locale par l'abstention, entre autres, en allant voter le 20 juin pour les 31 binômes de Solidaires par Nature, tout simplement. Monsieur Gold. Je pense qu'il faut que l'électeur mesure quels sont les grands enjeux pour le département du Puy-de-Dôme pour demain. Moi, je pense qu'il y a comme enjeu un développement équilibré du territoire, sans opposer la ville à la campagne, ne pas opposer les politiques publiques, elles sont complémentaires, avoir un regard particulier sur la protection et la gestion de l'eau dans notre territoire, sur l'aménagement numérique du territoire. On a vu pendant la période de Covid combien c'était important. Mariage territorial en matière de santé, on l'a vu aussi. Et puis, il faut créer de la richesse par une politique d'attractivité, la politique des grands projets qui doit encore être menée. Merci. Monsieur Force. Eh bien, moi, Rapidement. je demande honnêtement aux électeurs de voter pour l'alternance. L'alternance, c'est un synonyme de démocratie. Ensuite, pour répondre à certaines demandes, puisqu'on a dit qu'il fallait peut-être un référendum pour les 90 km/h, eh bien, banco, moi je suis que pour qu'on fasse des référendums le plus souvent possible. Merci pour ces échanges. Je vous renvoie vers le terrain ou vers les programmes des différents candidats pour en savoir plus. Merci d'être venu sur ce plateau pour confronter vos projets. Merci Emmanuel. On vous retrouve sur France Bleu Pays d'Auvergne. Passez une bonne soirée à vous. Rendez-vous dans les bureaux de vote les 20 et 27 juin. À très vite. Merci.